Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Journal des Territoires. Bonjour à tous, bienvenue au Salon de l'Agriculture en direct. Public Sénat y est évidemment toute la semaine. Dans un instant, c'est le JT des territoires. Puis à 8h, Territoire d'Info avec l'invité politique aujourd'hui, c'est Guillaume Garot, l'ancien ministre de l'agroalimentaire qui sera notre invité politique à 8h en direct. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un instant. À tout de suite. Un JT consacré bien sûr au monde agricole et au salon de l'agriculture depuis ce direct que nous réalisons donc chaque jour jusqu'à vendredi. Mais tout de suite, parlons du froid, une nouvelle vague de froid qui doit traverser la France cette semaine. Le préfet des Vosges a d'ailleurs déclenché le niveau 2 du plan grand froid avec des capacités d'accueil et d'hébergement renforcées. C'est tout un dispositif qui se met en place. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. On le sait depuis quelques jours, une nouvelle vague de froid doit traverser la France cette semaine. Le préfet des Vosges a d'ailleurs déclenché le niveau 2 du plan grand froid avec des capacités d'accueil et d'hébergement renforcées, comme ici dans les appartements du Renouveau à Épinal. C'est tout un dispositif qui se met en place. Le président de la République a fixé un objectif qui est clair, personne à la rue. Donc c'est un objectif pour nous évidemment à respecter scrupuleusement. Donc c'est toute une chaîne d'acteurs qui vise à identifier, repérer celles et ceux qui ont besoin d'être mis à l'abri et qui vont pouvoir trouver un accueil comme dans une structure comme celle-ci, c'est-à-dire en dur, chauffé. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire que globalement, on fait face. Ceci dit, le 100% n'est jamais garanti. Il faut être extrêmement vigilant. C'est pour ça qu'on a aussi un réseau associatif, un réseau plus collectivité. Il y a vraiment des surveillances qui sont faites. Les gens sont identifiés, on les suit. Je veux dire que sur une ville comme la nôtre, ça fonctionne bien. Il y a une bonne coordination entre tout le monde. Il y a de bons échanges, ce qui nous permet d'éviter, de diminuer très très sensiblement les risques, d'éviter les catastrophes. Tout un réseau qui veille dans le département avec environ 160 places d'hébergement d'urgence hivernale disponibles, puis 30 supplémentaires si besoin, sans compter les capacités hôtelières. Dans le même temps, la Croix-Rouge multiplie les maraudes et le citoyen a lui aussi un rôle à jouer en contactant le 115, numéro d'urgence pour secourir les personnes en détresse. Voilà le JT des territoires en direct du Salon de l'Agriculture avec évidemment un JT très colorié agriculture aujourd'hui. Nous avons suivi un maraîcher alsacien, Denis Digel, qui a monté un supermarché à Colmar avec une quarantaine de producteurs et ça marche. Jérôme Rabier de Public Sénat l'a suivi, on regarde ensemble. Denis Digel est maraîcher à Célestat dans le Bas-Rhin. En plein air ou dans ses serres, il cultive plus de 70 variétés de légumes. Une passion dont il a fait son métier dans la tradition familiale. Donc on est sous mon exploitation, une dizaine d'hectares, 5 salariés, donc une exploitation familiale depuis très longtemps. À la tête de sa coopérative, il est comme beaucoup de confrères inquiet pour l'avenir de la ferme France. Dans un marché de plus en plus mondialisé, il défend la place des producteurs français. Et finalement, il en faudra toujours encore des agriculteurs pour nourrir nos congénères, nos concitoyens et nous-mêmes aussi. Donc voilà, mettre tout en œuvre pour que demain il y ait encore des agriculteurs qui fassent du légume sur notre commune et ailleurs, c'est très important. Pour maintenir cette activité, il mise sur la diversité de produits mais aussi dans ses débouchés. Et si 60% de sa production est toujours destinée à la grande distribution, il réserve désormais le reste à la vente directe, notamment un supermarché qu'il a ouvert avec d'autres producteurs. Donc c'est ce qu'on prépare, ce qu'on exploite, ce qu'on sort de nos champs ou de nos frigos pour ce qui est du serré, ça se stocke au frigo, et qu'on prépare pour nos clients, mais aussi pour un client particulier qui est nous-mêmes, qui est le magasin qu'on a à Colmar. Car il y a un an, Didier Digel s'est lancé dans une opération un peu folle. Si d'extérieur, ce local situé à Colmar ressemble à un supermarché classique, à l'intérieur, ce sont uniquement des produits locaux qui sont présentés. Et on retrouve dans les rayons les produits issus de la ferme maraîchère de Denis Digel. J'avais envie de monter un projet, ça fait 4-5 ans que je travaille sur le dossier, que j'avais envie de créer un magasin de producteurs en collectif, parce que j'ai toujours fait des choses collectivement, de créer un lien direct avec le consommateur, parce que
il y a une attente folle, il y a une attente formidable qu'on ne connaissait pas. Moi, ça fait presque 30 ans que j'exploite, que je fais de la vente directe, que je vends la distribution. Et cette attente, elle est de plus en plus forte. C'est fantastique. Réunis, près d'une trentaine de producteurs ont racheté un ancien supermarché, l'ont réaménagé et en s'emparant des méthodes de vente de la grande distribution, offrent aux clients dans un même lieu une diversité de produits locaux, le lien direct en prime. Quand on rentre chez nous, le consommateur il sait qui fabrique, qui crée le produit agricole, que ce soit mes choux, ceux-là ou ceux-là, par exemple. Voilà, c'est moi qui les ai faits. Quand on est en permanence ici, donc une fois par semaine, on est en permanence. Et donc on est soit à la caisse, soit dans notre îlot, soit en train de faire de la viande. Donc on a un échange direct avec le consommateur et donc avec les clients. Et les clients aujourd'hui, le consommateur de façon générale, ils sont friands d'informations. Un an après le lancement, ils sont désormais 42 producteurs à vendre leurs produits dans ce supermarché pas comme les autres. En se passant d'intermédiaires, ils fixent leurs prix très proches de ceux en grande surface et se rémunèrent donc un peu mieux pour un concept qui a su trouver son public. Le rapprochement avec la clientèle, on sait qu'on consomme local, on aide l'économie locale, on aide les agriculteurs. Et aujourd'hui, c'est important. Un pari que Denis Digel espère voir prospérer aux quatre coins de France pour un lien direct entre producteurs et consommateurs et pour une meilleure rémunération des agriculteurs français. Voilà, vous l'entendez sûrement, nous sommes au Salon de l'Agriculture. Le succès justement du Salon international de l'agriculture ne se dément pas. Ils sont chaque jour des milliers de visiteurs à fouler les allées de la plus grande ferme de France, comme on appelle. Les jeunes notamment bénéficient d'un accueil privilégié, notamment sur le stand de la filière élevage viande qui leur propose diverses animations. C'est un reportage d'Alexandra Tirli et de Julien Rosburger pour Public Sénat. Au cœur du Salon international de l'agriculture, le Hall 1 accueille le stand La Viande, des métiers, une passion, qui propose cette année 3 grandes zones d'animation, dont une entièrement dédiée au jeune public. Dans un décor aux couleurs de la famille Jolipré, éleveurs du 3e millénaire engagés pour la planète et le bien-être animal. Petits et grands découvrent le monde de l'élevage et sont sensibilisés à travers les animations proposées aux questions d'équilibre alimentaire, de l'éducation au goût et de la préservation de l'environnement. L'animation que j'ai faite, c'est un quiz où il fallait reconnaître les animaux qui étaient cuisinés en viande. Et une fois qu'on avait trouvé, on avait des panneaux, on devait le lever. J'ai appris qu'on pouvait faire des hamburgers, pas forcément avec un steak haché, et avec du bœuf toujours, mais pas avec un steak haché forcément. On apprend en s'amusant et c'est beaucoup mieux qu'à l'école. C'est important ce que je mange, c'est important de partager quelque chose et puis voilà, je fais attention aussi à pourquoi je le mange. Bien manger aussi, c'est aussi se faire plaisir. Les plus curieux auront également l'opportunité d'échanger directement avec des professionnels et notamment des éleveurs présents tout au long du salon sur le stand afin de répondre aux questions sur leur métier et les différents maillons de la filière. Pour moi, le salon de l'agriculture, c'est essentiel dans le lien de la communication entre les métiers et les consommateurs. Quand on discute avec les parents, avec les enfants sur le salon, le message c'est de faire comprendre que l'agriculture française est nécessaire à ce pays. Elle est nécessaire au fait que les gens, s'ils veulent manger de la bonne qualité, il faut qu'ils mangent de la production française. C'est nécessaire aussi pour la continuité de ce métier. Une découverte qui pourra se prolonger à quelques mètres de là grâce à une immersion visuelle et sonore inédite. Un film panoramique projeté sur un écran géant incurvé de 180 degrés projette les visiteurs au cœur d'un élevage, d'un marché aux bestiaux et d'une boucherie artisanale pour un tour d'horizon ludique et complet de la filière élevage et viande. Voilà, le JT des territoires en direct du Salon de l'agriculture aujourd'hui. Les véhicules électriques sont à la mode, vous le savez, après les vélos. Encore les voitures, c'est au tour du tracteur électrique de faire ses premiers pas. On le voit ici au Salon de l'agriculture. Le monde viticole n'est pas épargné. Un vignoble girondin expérimente même cet appareil mis au point il y a quelques années. Direction le château Montrose avec Franck Poirot de TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest.
Il avance dans les vignes sans un bruit, en silence. Ce tracteur viticole est électrique. Le château Montrose à Saint-Estèphe vient d'en faire l'acquisition. À la place du réservoir à carburant, de grosses batteries au lithium. L'énorme moteur thermique a été remplacé par 4 moteurs électriques, un par roue, d'une puissance de 110 chevaux. Pour recharger l'engin, rien de plus simple, un clapet donne accès à une prise de rechargement. Et à l'avant, pareil, on peut revoir le système de prise rapide pour les adaptations d'outils. Très peu de graisseurs, très peu de... Voilà, pas d'huile propre. Les batteries se rechargent en une nuit. Elles permettent de fournir de l'énergie pour 8 heures de travail et d'autonomie. Selon son constructeur et son inventeur, une société champenoise, l'utilisation de cet engin revient à une dizaine d'euros par jour contre plus de 120 pour un tracteur conventionnel thermique. Ces derniers peuvent consommer jusque 120 litres de gasoil par jour. Avec l'électrique, c'est autant de CO2 en moins rejeté dans l'atmosphère et autant d'économies réalisées. Autre innovation, l'ensemble du système hydraulique fonctionne avec des huiles végétales et non issues du pétrole. C'est très peu au niveau du volume d'huile utilisée puisqu'il va nous permettre d'alimenter juste 2 servomoteurs au niveau des outils de sol. Tout ce qui est rogneuse et pulvée seront alimentés électriquement. Cet engin est donc une véritable caution environnementale. Il s'inscrit pleinement selon son propriétaire dans la stratégie voulue par cette propriété viticole de réduire son impact environnemental. Ce tracteur est d'ailleurs beaucoup plus léger que ses homologues thermiques, 3,9 tonnes contre 5 tonnes. Il écrase moins les sols. Les responsables du château Montrose pensent qu'il sera incontournable dans quelques années dans le secteur viticole. Cette propriété s'est montrée très tôt intéressée et s'est positionnée très vite pour l'acheter auprès de la société champenoise qui le fabrique. Champagne a une production aussi abondante que ça et donc on s'est positionné sur le carnet de commandes il y a presque un an avec l'achat de 3 tracteurs. Un a été livré là maintenant, les 2 arrivent au printemps et j'imagine que si demain les commandes pleuvent de partout, il y aura des temps d'attente qui sont de plus en plus importants. Ce tracteur électrique coûte 250 000 €, c'est 20% de plus par rapport à un engin du même type mais équipé de moteur thermique. Il revient moins cher à l'utilisation puisqu'il nécessite beaucoup moins d'entretien qu'un tracteur classique. Voilà, nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture. Le JT des territoires préparé par Soumaya Benaïssa se poursuit. On va regarder ensemble les unes de la presse quotidienne régionale aujourd'hui. À tout de suite. Évidemment, les unes de la PQR, comme on l'appelle, sur la SNCF, pour démarrer avec le plus grand quotidien francophone du monde, Ouest France, qui titre « Réforme de la SNCF ». L'État veut aller vite. C'est également le titre de La Voix du Nord. Les cheminots, tous des nantis, point d'interrogation. C'est notre vrai faux, dit La Voix du Nord aujourd'hui, en page 25. Vrai ou faux, tout ce que l'on dit sur cette future réforme et ce statut des fonctionnaires. La une de La Voix du Nord. Pour le Courrier Picard, la bataille du rail est lancée. Le gouvernement s'attaque au statut des cheminots, mais il se veut rassurant sur la fermeture des petites lignes. Pour le Télégramme, c'est la réforme à grande vitesse. Le Premier ministre a réaffirmé sa volonté d'aller vite pour mener la réforme de la SNCF, qui prévoit notamment la fin du statut de cheminot pour les nouvelles recrues. Pour la faire adopter avant l'été, Édouard Philippe compte donc légiférer par ordonnance, une méthode contestée par les syndicats qui menacent d'une grève reconductible dès le 12 mars prochain. Pour Sud-Ouest, c'est Juppé qui règle ses comptes avec Wauquiez. Hier à Bordeaux, il a répondu aux attaques sur sa gestion de la ville et Virginie Calmels, sa première adjointe, s'est exprimée. Vous savez qu'elle est par ailleurs vice-présidente des Républicains. Par ailleurs, le maire lance ce mardi la réflexion sur Bordeaux 2050 à la une de Sud-Ouest. Pour l'Ardennais, ce sont les agriculteurs qui disent leur colère dans les Ardennes. Quelques 200 agriculteurs ont manifesté hier dans les rues de Charleville pour alerter sur la situation difficile des exploitations ardennaises. Et c'est bien sûr à la une de l'Ardennais. Pour la Provence, c'est le grand entretien de 2 pages spéciales avec Jean-Luc Mélenchon qui fait la une. Macron, c'est l'ami des riches, réitère-t-il. Jean-Luc Mélenchon, c'est la présidentielle de 2017. Celle à venir en 2022. Emmanuel Macron, la mairie de Marseille. Le chef de file de la France Insoumise, député de la cité phocéenne, vous le savez, s'est confié en exclusivité à la Provence et c'est à la une. Pour Nord-Éclair, c'est le plan grand froid. Plus de lits pour les SDF. L'activation du niveau 2 du plan grand froid a permis l'ouverture de lits supplémentaires pour les sans-abri. C'est un reportage dans les rues de Lille qui n'est pas
pas encore saturé dans Nord-Éclair aujourd'hui. Pour la République des Pyrénées, alerte au froid glacial, alors que le niveau 2 du plan grand froid a été déclenché aussi dans ce département. Le thermomètre devrait descendre jusqu'à -6 degrés ce matin et il fera encore plus froid en température ressentie. C'est un peu partout le cas en France. On verra tout ça dans la météo tout à l'heure. Voilà, c'est le Club de la Presse qui est présent également en direct dans ce salon de l'agriculture aujourd'hui avec Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant. Bonjour Zoé, merci d'être avec nous ce matin. Vous y êtes arrivé. Et Guillaume Doyen de la Gazette des Communes, des départements et des régions. On n'attendait pas moins de vous que vous soyez au salon de l'agriculture évidemment aujourd'hui. Merci Guillaume. Zoé Cadio, Guillaume Doyen, c'est la réforme de la SNCF qui occupe les unes en priorité de la presse quotidienne régionale aujourd'hui. Le bras de fer en vue avec les syndicats. Le gouvernement compte avoir recours aux ordonnances pour faire appliquer sa réforme. Et les syndicats, Zoé Cadio, veulent empêcher la mise en application de ce projet. Ils sont partis. Ah, ils sont même sur la défensive, je dirais, parce qu'au départ, on était parti pour une journée d'action du 22 mars. Il semblerait qu'ils l'avancent au 12 mars s'ils arrivent à trouver un consensus. Cette réforme de la SNCF était attendue. C'est pas sur le fond que les syndicats contestent, c'est sur la forme avec le recours aux ordonnances. Pourquoi? Parce qu'ils ont une expérience, je dirais peut-être amère de ce qui s'est passé avec les ordonnances sur la loi travail. Et ils ont l'impression que certes, il y a eu une négociation, comme le rappelle l'exécutif. Il y a peut-être eu des rencontres, mais ils n'ont pas été entendus et ils sont plutôt crispés sur l'orientation qui est donnée. Et puis ils regrettent aussi peut-être aussi la façon de faire, parce qu'il y a un vieux proverbe qui dit pour mieux régner, il faut diviser. On a l'impression qu'un petit peu l'exécutif joue sur cette carte parce qu'il met en avant le statut des cheminots pour expliquer la nécessité de cette réforme. Guillaume Doyen, Emmanuel Macron ici même a opposé les petites pensions des agriculteurs à celles des employés de la SNCF. Il est allé cash, le président de la République. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de... Alors, il y a un peu de vérité là-dedans, mais si vous voulez, c'est un peu déloyal parce que... C'est de la politique, non? Pardon? C'est de la politique? Oui, mais il ne le faisait pas avec un homme politique. Donc, si vous voulez, la discussion se serait engagée différemment s'il avait eu en face de lui un professionnel de la politique qui aurait argumenté tout à fait différemment. Pour ce qui concerne le statut, c'est assez intéressant parce qu'il y a d'autres Français qui sont sous statut. Ils sont près de 5 millions, si vous voulez. Il y a les 160 000 de la SNCF, mais vous avez tous les fonctionnaires de France. Ça arrivera peut-être après, non? Et ça arrivera peut-être sous une forme ou sous une autre, peut-être pas sous celle-là, parce que c'est une plus grande masse quand même à gérer, c'est plus risqué, mais si vous voulez, tout le monde voit arriver une éventuelle réforme, une éventuelle disparition, une éventuelle transformation de ce qui existe aujourd'hui. Alors, il n'en reste pas moins qu'ils prennent quand même leur retraite plus tôt, ça c'est vrai. Oui, ils prennent leur retraite plus tôt. Pas tous. Il faut faire attention. Certes, ils reprennent leur retraite plus tôt, mais alors, on sait que les conducteurs de train partent à la retraite à 52 ans. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, partir à la retraite à 52 ans, ça paraît complètement aberrant, parce que pour faire marcher les trains, on met plus du charbon. Hein. Il faut donner raison à la pénibilité n'est plus ce qu'elle était. Exactement. Mais sinon, les autres partent, je crois, à 56 ou à 57 ans. Donc il faut savoir aussi que longtemps, les salariés de la SNCF avaient des carrières longues, c'est-à-dire qu'on rentrait très tôt à la SNCF et donc les gens commençaient à travailler à 16 ans et non pas comme par exemple, pour être un peu caricatural, les ingénieurs qui font des études longues et qui commencent à travailler à 26-27 ans. Donc ce qui serait peut-être bien aussi, c'est de remettre un peu en perspective les choses. Bon, maintenant, la réforme de la SNCF est nécessaire, il faut le rappeler, il y a quand même une dette de 46 milliards. Voilà, c'est ça. C'est le statut des cheminots qui est en cause. Est-ce qu'il est en rapport avec cette dette colossale ? Alors, ce sont les investissements qui ont été faits ces dernières années, et notamment le tout LGV, il faut le rappeler, qui a été fait au détriment des petites lignes. D'ailleurs, Édouard Philippe et Emmanuel Macron jouent intelligemment parce qu'ils sous-entendent aussi, ils mettent en avant la colère des usagers qui est réelle. Même nous, en Ile-de-France, quand on prend le RER ou les Transiliens, on constate une défaillance. Rare, en effet, une journée où on n'a pas un problème de train. Et il a cédé, Édouard Philippe, aux élus, notamment des petites communes, des départements. Dominique Bussereau était très heureux de cela hier. Il s'est exprimé. Quelque chose d'extrêmement habile. Il a
pris ce qu'il arrangeait et aussitôt laissé tomber l'idée de fermer. De toucher aux petites lignes. Voilà, ce qui symboliquement est désastreux, si vous voulez. Donc, est-ce que, si vous voulez, c'était compris dans la stratégie initiale de dire ça directement, on va le poser sur la table pour le retirer aussitôt? Je n'en sais rien. En tout cas, je pense qu'il a bien eu raison de ne pas insister dans cette direction pour ne pas passer une fois de plus pour le Premier ministre des métropoles, des nantis, etc. Tout à fait, c'est qu'en plus la fermeture des petites lignes, elle aura peut-être lieu effectivement dans la mesure où il ne s'empêche pas l'idée de recourir aux bus. Hein. Alors on ne va pas dire les bus Macron parce que ça serait un peu facile, mais simplement des petites lignes, des bus pour faire des liaisons où il est vrai que quelquefois dans les trains il n'y a que 1 ou 2 usagers. C'est quoi? C'est la notion de service public qui est en question là? C'est la notion de service public, c'est surtout celle de l'aménagement du territoire qui est en question. Vous avez des lignes qui sont plus fréquentées, mais elles sont plus entretenues non plus. Il n'y a plus beaucoup de trains qui circulent dessus. Donc effectivement, leur fréquentation va décliner. Il y a moins de population dans ces villes-là, puisqu'elles ne sont plus desservies possibles par des moyens ferroviaires suffisants. Donc si vous voulez, on a enclenché aussi un phénomène qui les pénalise d'une certaine façon. Ça n'est pas la seule cause du déclin de ces lignes, mais c'en est une. Zoé Cadio, est-ce qu'ils peuvent bloquer le pays? C'est la crainte de tout le monde, les syndicats. On a tous en tête la grève de 1995, quand Alain Juppé, qui revient aujourd'hui à l'activité sur une autre affaire, avait essayé de faire la réforme des retraites. Et on se souvient que déjà, les cheminots à l'époque avaient débrayé et avaient bloqué la France. Là, il ne s'agit pas de toucher aux retraites des cheminots dans cette loi. Précisons-le, tout à l'heure on a parlé des retraites, parce qu'effectivement c'est ce qui clignote aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'y toucher de la part du gouvernement. Là, effectivement, c'est le statut des cheminots qui est visé. Ok Zoé Cadio, on va revenir sur une phrase d'Emmanuel Macron qui n'a pas été prononcée ici d'ailleurs, au Salon de l'Agriculture, mais elle a été prononcée devant vous par contre. Je la lis, il y a un fléau de santé publique quand la jeunesse se saoule à vitesse accélérée avec des alcools forts ou de la bière, mais ce n'est pas le cas avec du vin, a-t-il dit. C'est une phrase prononcée devant des représentants de la presse quotidienne régionale dont vous étiez. Curieux cette phrase. Alors, ce qui est très marrant, c'est que cette phrase a été prononcée après son discours devant les jeunes agriculteurs. On se pose la question peut-être pourquoi. Il faut savoir aussi que pendant son intervention jeudi dernier à l'Élysée, à cette nouvelle génération agricole, il n'avait pas parlé du vin et des arboricultures. Alors, le vin, en plus, les viticulteurs ont pris ça un petit peu comme une attaque personnelle. Il faut savoir que depuis quelque temps, ils ont des relations un peu houleuses avec la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a dit que le vin est un alcool comme les autres. Crime, de lèse-majesté, on pourrait dire, surtout dans un pays comme le nôtre. Donc, on assiste aujourd'hui, je dirais, à une tentative de pacifier. Et ce n'est pas un hasard si mardi prochain, après les déclarations d'Emmanuel Macron, qui nous a dit qu'il buvait du vin midi et soir, pas le matin, ne le faisons pas passer pour un alcoolique, mais qu'il appréciait ce beuvage, que la ministre de la Santé va recevoir la filière vitivinicole pour parler du vin. Et puis c'est aussi un geste d'apaisement, parce que souvenez-vous, cet automne, quand il y a eu une campagne contre l'alcoolisme, le visuel était un tire-bouchon. Donc encore une fois, ils ostracisaient les viticulteurs. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il aime vraiment le vin, Emmanuel Macron, non? Je crois qu'il aime bien le vin, oui, tout à fait. Le Bordeaux, particulièrement, dit-on, non? Dit-on, oui, voilà. Aussi le Chablis, dit-on, aussi le vin blanc. Guillaume Doyen, on va essayer de comprendre le vague à l'âme des élus locaux. Vous me disiez que 45% des élus ne souhaitent pas rempiler pour un nouveau mandat. Donc parce que la moitié des élus déclarent vouloir quitter la vie politique. C'est un constat absolument terrible, non, dans un pays comme la France? Oui, c'est assez inquiétant. Vous y revenez dans la Gazette aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle. Selon une étude menée d'ailleurs et lancée par le Sénat, ils ont eu de nombreux répondants, plus de 17 000. La moitié dit moi je recommencerai pas. Voilà, à la fin de mon mandat, j'arrête. Alors pourquoi? Ça concerne, j'allais dire, les élus de tout type de territoire, c'est général. Ou il s'agit plutôt d'un malaise des petites communes. C'est beaucoup. Alors, quand vous avez autant de répondants, de toute façon, vous allez forcément les chercher parmi les élus des petites collectivités, nécessairement, parce que c'est l'énorme majorité de nos collectivités. Donc oui, eux, ils sont assez mécontents de ce qui s'est passé, des réformes Hollande qui ont eu lieu, qui sont relativement fatigués. La moitié d'entre eux disent qu'ils consacrent plus de 25 heures par semaine à leur mandat, ce qui est important. Souvent, certains ne sont même pas rémunérés ou très peu. Oui, la rémunération est symbolique dans un grand nombre de cas. Donc si vous voulez, c'est un boulot que vous faites bénévolement, qui est fatigant et qui en plus comporte un risque pénal. Oui. Alors évidemment, tout ne se retrouve pas un jour ou l'autre devant le tribunal, mais quand ça arrive, ça fait suffisamment de bruit dans les campagnes pour que ça suscite une forte inquiétude chez eux.
Puis il y a d'autres raisons. Les électeurs, ils sont de plus en plus exigeants. L'administré français moyen en demande de plus en plus. Et eux n'ont pas de plus en plus de moyens. Et puis il y a une chose qui les a fâchés fortement, c'est que les élus des grandes communes, eux, se sont augmentés. Et pas ceux des petites communes. Auto-augmenté ? Auto-augmenté, ça les a pas mal touchés. Le gouvernement a laissé faire, ils l'ont assez mal pris. Alors le statut des élus locaux, ces réformes qui sont à venir peuvent aider à compenser cette espèce de nostalgie, de désir de quitter au fond la vie politique tout court. Je lisais votre papier, c'est vraiment assez clair de leur part. Non, moi je ne pense pas que pour l'instant on s'oriente vers ça. Il y a eu deux considérations de Macron sur les élus locaux. La première, c'est qu'ils sont trop nombreux. Et la deuxième, on va limiter le cumul dans le temps, si vous voulez. Alors on verra à quoi ça s'applique, à quel type d'élu ça s'applique, si vous voulez. Mais ces deux remarques-là les ont froissés, pour être clair. D'ailleurs, ils ont du mal à recruter ces jeunes élus, ces élus parmi les jeunes, parmi les gens du privé, parmi les femmes. Aujourd'hui, donc, ils se renouvellent mal. Zoé Cadio, là-dessus, dans votre région, par exemple, Occitanie. Dans notre région aussi, il est vrai qu'aujourd'hui, devenir maire ou simplement élu local n'est pas simple. Et on parle même de sacerdoce, parce qu'on demande vraiment une véritable disponibilité. Et comme rappelait Guillaume aussi, le problème, c'est que quand on est local aussi, il y a un risque pénal. Et on l'a vu aussi dans nos communes. Il suffit qu'un panneau de basket se casse la figure, tombe et blesse quelqu'un. Et le maire ou le conseiller municipal se retrouve dans un prétoire. Donc il serait bon aussi peut-être de redéfinir un petit peu les responsabilités des uns et des autres. Et puis, critiquer les élus locaux comme il a été fait, on a l'impression qu'il y a un petit peu, je dirais, une critique un peu primaire par rapport à eux. C'est peut-être aussi, c'est peut-être aussi oublier leur rôle essentiel, parce qu'aujourd'hui, souvent la poste s'en va, les services publics s'en vont, et celui qui reste au front, c'est le maire et les élus. Le deuxième personnage de l'État, Gérard Larcher, est un fervent défenseur des petits élus, j'allais dire, entre guillemets, c'est pas péjoratif. C'est à son initiative, si vous voulez, qu'a été lancée cette consultation. Lui, il voudrait élaborer un vrai statut de l'élu, il voudrait clarifier les choses, probablement mieux protéger. Et il se présente effectivement comme, ce qu'il est d'ailleurs, comme le représentant des territoires. Ce que vous disiez sur les responsabilités pénales, ça peut être creusé. On peut essayer de les dégager d'un certain nombre de responsabilités, parce que apparemment, si on en lit la Gazette, aujourd'hui, ça fait partie vraiment d'une préoccupation majeure chez eux. Cette mise en cause judiciaire. Possible. Ce qu'ils demandent, c'est de mieux savoir et de mieux connaître ce qu'ils risquent en fait. Parce que c'est compliqué. Vous pouvez vite vous retrouver en prise illégale d'intérêt dans certaines situations. C'est-à-dire siéger dans un marché public où vous ne devriez pas être parce que vous avez une attache même lointaine avec la personne qui va en bénéficier. Donc certains, de tout à fait bonne foi, se retrouvent dans des situations parfaitement illégales. Il y a aussi celle dont vient de parler Zoé, c'est l'éventuel accident qui peut les amener devant un tribunal. C'est vrai qu'il y a une véritable méconnaissance du risque auquel ils s'exposent, et puis généralement ils le découvrent quand il y a un problème, et ils tombent souvent des nues. Et puis malheureusement aussi, c'est que quand ils se retrouvent dans ce type d'affaires, il y a aussi une mise en cause de leur propre réputation, et c'est aussi très difficile à vivre, surtout quand généralement ils font ça de bonne foi, et que comme le rappelait Guillaume, une prise d'intérêt illégale, elle peut vite arriver sans le savoir. Il suffit de connaître quelqu'un, et après l'opposition peut l'accuser de pire mot. Merci Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant, ainsi que Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions. Et vous avez vu que vous êtes approuvé par les animaux derrière nous, qu'on a entendu. Merci infiniment. Voilà, on est en direct du Salon de l'Agriculture, vous l'aviez compris bien sûr. On va passer à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, évidemment très froid, vous le savez déjà. On regarde ensemble, on se retrouve avec l'invité politique de 8h qui est Guillaume Garot, l'ancien ministre délégué à l'agroalimentaire, qui est notre invité. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec l'Assemblée des départements.